tout le monde est d'accord pour dire que Israël est un atout très important et donc un intérêt national capital pour les États-Unis au Moyen-Orient, qu'il n'y a pas de contradiction entre le développement de relations entre les États-Unis et un certain nombre de pays arabes ou musulmans du Moyen-Orient et le renforcement de l'État d'Israël, que bien entendu, dans la crise actuelle, avec le Hamas, avec le Hezbollah, avec l'Iran, avec les Houthis, Israël est dans son droit. Il ne s'agit pas de faire semblant qu'il y a des responsabilités partagées. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du Studio Qualita pour notre magazine bimensuel d'analyse géopolitique et géostratégique intitulé Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient, avec aujourd'hui quelques jours avant l'entrée à la Maison-Blanche du président américain élu en novembre dernier, Donald Trump, la question que tout le monde se pose et qui consiste à se demander qu'est-ce qui pourrait se passer avec ce qu'on appelle l'effet Trump dans toute la région au niveau des mois et des 4 années à venir. Alors pour en parler avec nous dans le studio, Michel Gurfinkel. Michel, bonjour. Bonjour. Et merci d'être venu. Vous êtes auteur, vous êtes expert d'abord en affaires géopolitiques du Moyen-Orient. Vous êtes aussi auteur de nombreux ouvrages d'analyse historique et géopolitique sur Israël et sa région. Et vous êtes le rédacteur en chef émérite de l'hebdomadaire français Valeurs Actuelles que vous avez dirigé à Paris pendant plusieurs années, ainsi que chercheur, entre autres, au think tank européen Colloquium et aussi au think tank américain Middle East Forum. Alors, la première question qu'on peut se poser, on parle beaucoup ces derniers jours et ces dernières heures même de l'effet Trump pour le Moyen-Orient et pour aussi un certain nombre d'autres régions du globe. Et avant d'en examiner les possibles retombées au Moyen-Orient, pouvez-vous nous expliquer quelles seront les grandes lignes générales de la politique étrangère de Donald Trump au niveau global, au niveau de ses orientations? Comme vous savez, la formule, la devise, le mot d'ordre de Trump, c'est « America First », l'Amérique d'abord. C'est un slogan que Trump affectionne, qu'il avait déjà mis en avant lors de sa première administration, lors de sa première élection présidentielle il y a 8 ans. Et c'est un slogan qui avait laissé un peu rêveur beaucoup d'observateurs. Pourquoi ? Parce qu'il est connoté politiquement et historiquement. C'était le slogan jusqu'en 1941 de ceux qui, aux États-Unis, s'opposaient à l'entrée en guerre des États-Unis aux côtés de l'Angleterre, puis aux côtés de l'Angleterre et de l'Union soviétique face à l'Allemagne hitlérienne. Donc, il y a, disons, un passé et un passif sur cette expression. Mais au fur et à mesure que le Trumpisme s'est développé, que l'action de Trump est entrée dans la réalité, dans la première administration, et maintenant, avec la nouvelle administration qui s'est mise en place, on comprend mieux ce que Trump entend par là. Quand il dit « America First », il ne veut pas dire que l'Amérique doit être isolationniste, il ne veut pas dire que l'Amérique doit se dégager du monde entier. Il veut dire 2 choses. Premièrement, que c'est fini la période où l'Amérique faisait comme si elle n'était plus une très grande puissance, la première puissance mondiale, et comme si ses intérêts de grande puissance n'existaient pas. Ça, c'est une très grande différence avec, disons, le discours convenu et officiel des États-Unis depuis déjà un certain nombre d'années. La deuxième chose, c'est que l'Amérique a l'intention de faire démontrer son poids, sa puissance, de démontrer les priorités, de faire, disons,
marquer clairement quelles sont ses priorités. Nous avons donc un activisme américain, mais qui ne correspond pas, encore une fois, à ce qui était plus ou moins convenu. Alors certains diront depuis 1945, d'autres diront depuis la fin de la guerre froide. Trump, c'est l'homme qui réinvente tout et qui n'accepte pas les situations acquises ou les idées toutes faites. Je vais vous donner un exemple extrêmement frappant. Tout le monde a été plus ou moins stupéfait lorsque Trump a dit « Je vais proposer aux Danois de leur racheter le Groenland ». Oui, cette fameuse affaire du Groenland. La fameuse affaire du Groenland. Alors, énormément de gens étaient abasourdis, mais enfin, nous ne sommes plus à l'époque où on achète un territoire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi parler d'expansion territoriale américaine? À quoi ça rime? Bon, jusqu'au jour où on a regardé de plus près le dossier du Groenland. Le Groenland, pour mémoire, c'est une île gigantesque, pratiquement entièrement recouverte par la banquise. On dit que la banquise recule, mais enfin pour l'instant elle couvre quand même la quasi-totalité de l'île du Groenland. C'est un territoire gigantesque, grand comme plusieurs fois la France par exemple. Oui, une partie de l'Europe entière. Voilà. Et il y a sur ce territoire moins de 60 000 habitants, qui sont les citoyens de l'État autonome du Groenland au sein du royaume du Danemark. La réalité, c'est que qu'est-ce qui peut se passer demain? Qu'est-ce qui pourrait se passer pratiquement aujourd'hui au vu de ce qui se passe déjà? Eh bien, tout simplement, un territoire de ce genre il dépend du Danemark et donc théoriquement de l'Union européenne, mais c'est une dépendance qui est de plus en plus théorique. Sur le plan concret, nous avons un territoire immense avec une population pratiquement zéro et énormément de convoitises. Nous savons que un certain nombre de puissances, comme par exemple la Chine, comme par exemple la Russie, se rendent compte que finalement toute la région arctique pourrait être complètement redistribuée entre elles. Au nord de la Norvège, vous avez un archipel très grand, très étendu, moins grand que le Groenland, mais quand même très grand, qui s'appelle, traditionnellement on l'appelle le Spitzberg, en danois je crois que ça s'appelle quelque chose comme Svalbard, je crois un nom comme ça, et cet archipel appartient au royaume de Norvège, en droit international, mais il se passe que depuis plusieurs années, les Russes se sont installés au Spitzberg sans demander la permission à personne. Au plan militaire. Base militaire, commerciale, civile. Ils ont mis un pied sur le territoire. Ils ont mis un pied sur le territoire. Je vous raconte tout cela parce que la presse américaine a commencé à fouiller un petit peu le dossier de la région arctique après. Et tout le monde est tombé des nues. Et en fait, on a publié des reportages qui vous laissent pantois. C'est-à-dire que, vous savez, la nature a horreur du vide et la nature géopolitique a encore plus horreur du vide. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un territoire qui, en réalité, en termes réels, est à l'abandon, n'est pas réellement occupé, n'est pas réellement quadrillé, eh bien, c'est celui qui peut le faire qui le contrôle. Et donc, Trump dit en gros, il y a une redistribution des cartes géopolitiques dans le monde. Nous n'avons pas l'intention de permettre qu'à notre proximité immédiate, c'est-à-dire sur le flanc du continent nord-américain, quelque chose d'aussi important que le Groenland passe sous le contrôle de quelqu'un d'autre. Il est question actuellement
dans la politique intérieure danoise, si vous voulez, pratiquement de s'acheminer vers l'indépendance du Groenland. Le Groenland peut très bien être indépendant demain. S'il est indépendant avec l'étendue de son territoire, avec la taille ridiculement petite de sa population, il est certain que cette indépendance ne sera qu'une porte ouverte à toutes sortes d'ingérences. Alors donc, ce que vous dites là sur le Groenland, dans les grandes lignes, et la politique générale donc de la future, l'immédiate administration de Trump, c'est elle voudra augmenter la puissance des États-Unis et préserver les intérêts américains. Et donc ça vaut dans d'autres parties du monde. Ça vaut dans d'autres parties du monde. Alors, il y a une dimension qui fait problème, qui va être probablement sujette à des négociations extrêmement dures. En gros, Trump dit, écoutez, depuis 1945, nous assurons, et donc nous payons, la sécurité stratégique de l'Europe. Donc de deux choses l'une, ou bien l'Europe décide de se prendre en main et d'assurer sa propre sécurité, ou bien si elle a toujours besoin de nous, on va changer les termes de ce partenariat et on va le changer de manière conforme à nos intérêts nationaux. Avec le Moyen-Orient, c'est la même chose. Je vais poser la question au plan régional, de quoi va-t-il s'agir ? Au Moyen-Orient. Oui. Au Moyen-Orient, disons que c'est la région du monde où la première administration Trump avait déjà assez clairement montré dans quelle direction on allait se diriger. C'est-à-dire que l'Amérique de Trump n'a pas l'intention d'abandonner le Moyen-Orient, mais elle n'a pas l'intention non plus de tenir pour acquis toutes sortes d'accords multilatéraux ou bilatéraux qui se sont accumulés au cours, disons, des décennies et qui peut-être n'ont plus beaucoup de sens. Donc il y a cette volonté de la part des Américains d'être proactifs et d'essayer d'imaginer une nouvelle architecture du Moyen-Orient, d'encourager les amis des États-Unis à être amis entre eux. C'était le sens des fameux accords d'Abraham en 2019. Les projets de Trump au Moyen-Orient vont dans ce même sens. Alors, entre autres, en rentrant peut-être un peu dans le détail, bien que ce soit que prévisionnel, mais comme vous êtes un expert de la politique américaine, on va pouvoir peut-être recevoir quelques éclaircissements. Comment ça va se manifester d'abord dans les grandes lignes, il y aura au sein de l'OTAN et la position de la Turquie notamment, qui est très spéciale, un pays au régime de plus en plus islamiste, avec des positions anti-occidentales. Peut-être que Trump va vouloir ouvrir cet abcès. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a une structure qu'on appelle l'OTAN. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est une structure extrêmement importante de la sécurité globale du monde occidental et peut-être de la sécurité globale planétaire. Mais d'un autre côté, l'OTAN avait été imaginée à une certaine époque, à l'époque de la guerre froide. Il a été, à cette époque-là, on avait intégré un pays qui était un pays tout à fait secondaire, à l'époque la Turquie, un pays presque du tiers-monde. Mais après la fin de l'Empire ottoman. Qui avait été rattaché à l'OTAN. Ça arrangeait tout le monde que la Turquie entre dans l'OTAN. Et la Turquie, à l'époque, avait fait un choix pro-occidental qui semblait irréversible. Mais maintenant, on est dans une situation complètement différente où on a intégré dans l'OTAN les pays de l'ex-Europe de l'Est communiste. On a intégré dans l'OTAN plusieurs républiques ex-soviétiques. Il y a d'autres républiques ex-soviétiques qui voudraient faire partie de l'OTAN avec leurs propres priorités, leurs propres, disons... Donc la présence de la Turquie est un peu incongrue aujourd'hui. Non, ce que dit en gros Trump, et ce qu'il disait depuis le début, ce qu'il disait depuis sa première administration, c'est l'OTAN telle que nous l'avons maintenant n'a plus de vraie logique interne. Donc, à un moment ou un autre, il va falloir remettre tout sur table et remettre tout à plat
et essayer de comprendre exactement ce qu'on va faire. Alors, rentrons plus spécifiquement dans la géographie, la géopolitique de notre région. Comment ça pourrait se traduire, cette politique de Trump au Liban, où déjà les États-Unis ont appuyé l'élection, si on peut dire, favoriser l'élection tant que faire se peut, du nouveau président. Et est-ce que les États-Unis vont continuer à vouloir renforcer l'exécutif libanais au détriment du Hezbollah pro-iranien, du mouvement chiite pro-iranien qui a subi une défaite politique et militaire? Est-ce qu'on va aller dans ce sens du point de vue des États-Unis au Liban? Oui, on va aller dans ce sens parce que, premièrement, toute l'administration Trump va dans ce sens. Il y a le président Trump, mais nous sommes quand même aux États-Unis, c'est-à-dire nous sommes dans un pays qui est quelle que soit la puissance du président, les États-Unis, c'est quand même une république où il y a énormément de contre-pouvoirs qui jouent un rôle extrêmement important face au président ou en concert avec le président. En l'occurrence, vous avez aux États-Unis un Congrès puissant, un Sénat extrêmement puissant en matière de politique de défense et de politique internationale. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, et là c'est une différence avec la première administration Trump, il se trouve qu'aujourd'hui, les contre-pouvoirs sont tous aujourd'hui républicains et trumpistes. Tous. Et tous partagent, disons, une vision du Moyen-Orient qui est une vision du point de vue, par exemple, des intérêts d'Israël, une vision optimale. Il est difficile d'imaginer une vision plus favorable. Grosso modo, tout le monde est d'accord pour dire que Israël est un atout très important et donc un intérêt national capital pour les États-Unis au Moyen-Orient, qu'il n'y a pas de contradiction entre le développement disons, de relations entre les États-Unis et un certain nombre de pays arabes ou musulmans du Moyen-Orient et le renforcement de l'État d'Israël, que bien entendu, dans la crise actuelle, avec le Hamas, avec le Hezbollah, avec l'Iran, avec les Houthis, eh bien, Israël est dans son droit. Il ne s'agit pas, disons, de faire semblant qu'il y a des responsabilités partagées. Tout cela n'existe pas dans le discours officiel et dans les prises de position et dans les dessins stratégiques de l'administration Trump et de tous les contre-pouvoirs, mais qui sont des contre-pouvoirs, ce qui est quand même assez important et relativement nouveau, des contre-pouvoirs qui vont agir de manière positive et en coopération avec l'administration. À vous écouter, ça signifie qu'on peut prévoir qu'il y aura cette même fermeté sur d'autres théâtres d'opération, sur d'autres zones, notamment face au processus quasi irréversible d'islamisation du régime en Syrie, qui représente un danger pas seulement pour Israël, mais pour la région et aussi pour la population, une partie de la population syrienne, et aussi par rapport aux Houthis. Est-ce qu'il y aura plus de fermeté que ce qu'on a vu? On peut s'attendre à plus de fermeté. D'ailleurs, je voudrais signaler quand même un point important, c'est qu'il y a une espèce de révolution stratégique silencieuse qui est en cours au Moyen-Orient à propos de l'Iran et à propos des Houthis. À propos de l'Iran, parce qu'il y a une coalition ad hoc qui s'est créée au moment des attaques de missiles massives contre Israël, où un certain nombre de pays et de puissances ont participé à la défense d'Israël, ou du moins à la mise en place d'un mur protecteur contre l'agression iranienne. Et aujourd'hui, vous avez des actions combinées, concertées, contre les Houthis, où vous avez à la fois les Américains, les Anglais, les Français et les Israéliens.
Donc, chose qu'on n'avait pas vue jusque-là. Ce qu'on n'avait pas vu. Et vous allez sur le site, sur les sites gouvernementaux français, on n'aborde pas beaucoup cet aspect des choses, mais c'est la réalité sur le terrain. C'est très, très tartuffien, si j'ose dire, cacher ces actions que nous ne saurions voir. Ça, vous savez, il y aurait... c'est un autre sujet. Alors, si vous voulez, toujours, puisque je vous posais la question par rapport à la Syrie, par rapport aux Houthis, bon, vous avez évoqué l'Iran, est-ce que l'un des grands, la tête de chapitre, on aurait pu commencer par là, de la politique américaine au Moyen-Orient, ça va être la question de l'Iran. Alors, mais il y a aussi peut-être que la pièce maîtresse, ce serait plutôt la relance du rapprochement, alors à quelles conditions, il est trop tôt pour le savoir, entre Riyad et Jérusalem, entre Israël et l'Arabie Saoudite, qui était en fait la dernière intention de l'administration Trump avant que n'arrive Biden. Est-ce que oui, ça va être l'objectif principal de Trump de relancer cette alliance? Ça va être certainement un objectif important. Je crois que, en plus, c'est un objectif réaliste. Je crois que par rapport à la situation qui pouvait être celle du Moyen-Orient il y a 2 ans, en 2023, il y a quand même 2 choses qui se sont produites. La première, c'est que Israël a été attaqué et Israël a fait la preuve, disons, de sa dimension stratégique réelle. Régionale. Oui, Israël... Quand vous discutiez avec les experts israéliens, ils vous disaient nous avons aujourd'hui une force militaire de tout premier plan. Et si quelque chose doit se passer, nous en ferons la démonstration. La chose s'est passée, la démonstration a été faite. Donc le Moyen-Orient tient compte, évidemment, de ce changement. La deuxième chose, c'est qu'il y a 2 ans, il y avait une Amérique donnée pour faible, en déclin terminal. Je n'insisterai pas sur la folie woke qui non seulement a certainement affaibli les États-Unis, mais surtout a donné une image des États-Unis dans beaucoup de régions du monde, et tout particulièrement au Moyen-Orient, qui décrédibilisait totalement l'Amérique en tant que grande puissance. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, on a le sentiment d'une Amérique qui, finalement, est toujours extrêmement puissante et qui va se reprendre en main, en fait. Et qui a décidé de vouloir être la première. America first, au sens, l'Amérique est la première. Eh bien, merci Michel. Nous arrivons au temps imparti, à la fin du temps imparti pour notre entretien. Merci d'être venu. Merci aussi aux auditeurs de nous avoir écoutés. Et dans 15 jours pour notre prochaine édition.